Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la RPA, bienvenue à suivre cette édition de ce dimanche 30 mai 2021. À la présentation, on est dit de Chimaguze, d'abord les titres. Arrestation ce samedi d'une trentaine de fidèles d'Ezebingue Ndakumana par la police à Musigati en province Bubanza. Ils se dirigeaient vers la colline Businde en province Kayanza. Le président burundais Evariste Ndayishimiye effectuera ce lundi une visite d'État de 2 jours au Kenya. Le retour des chimpanzés du Burundi envoyés au Kenya en 1995 figure sur l'agenda de cette visite. Les enseignants encadrés recrutés pour la formation des stagiaires ici de l'école normale supérieure NS réclament leurs honoraires. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, arrestation ce samedi d'une trentaine de fidèles d'Ezebingue Ndakumana à Musigati en province de Bubanza. Ils ont été appréhendés alors qu'ils se dirigeaient vers la colline Businde en province de Kayanza, où ils avaient l'habitude de pratiquer leurs rituels de prière avant l'interdiction par le gouvernement. La police dit qu'elle compte collaborer avec l'administration pour prendre des mesures contre ces adeptes des Zébi qualifiés de récidivistes. Bob Rugurika nous fait le point. Ces adeptes des Zébi Ngendakumana interpellés sont constitués de 6 hommes, 16 femmes ainsi que 17 mineurs. Les informations recueillies sur la colline d'Olusekabouye disent qu'ils portaient des bagages contenant des habits, des vivres non cuits ainsi que des objets utilisés dans leurs prières comme des chapelets, des images de la Vierge Marie et bien d'autres. Les mêmes sources notent que ces adeptes de Zébia ont été appréhendés alors qu'ils se dirigeaient vers la province de Kayanza et ils confirmaient partir pour l'évangélisation. Depuis l'après-midi de ce samedi, ils sont détenus au bureau de la police à Musigati en attendant des mesures qui seront prises par les autorités. Certains parmi ces fidèles de Ezébi avaient regagné le pays au mois de mars en provenance de la République démocratique du Congo. Pour le moment, la police ne s'est pas encore exprimée sur le cas. Parlons santé à présent. Grogne des militaires entrés de la mission de maintien de la paix en Somalie testés positifs à la Covid-19. Le commandant du camp de Muzinda situé dans la province de Bubanza, où ces militaires transitent, les exige de rester confinés dans ce camp alors que les résultats des tests montrent qu'ils ont déjà guéri. Une décision qui serait liée à ses propres intérêts. Les détails avec Eric Nyonzima. Ces militaires qui se lamentent sont ceux des 55e et 56e bataillons qui viennent de terminer leur mission en Somalie. Les premiers sont arrivés au Burundi le 8 mai, mais personne de cette équipe n'a été testé positif au coronavirus. Notre source révèle que les autres sont rentrés en date du 9, 10, 12 de ce mois de mai toujours. Parmi eux, 40 ont été dépistés positifs à la Covid-19. Ils ont été soignés et ont fait des tests de contrôle à l'hôpital militaire de Kamenge. Les résultats ont montré que la majorité était déjà guérie. Seuls 2 n'étaient pas encore guéris. Mais, paradoxalement, le commandant leur a exigé de rester tous dans son cas. Notre source militaire affirme que le commandant du camp de Muzinda, le colonel Ndayishimiye, les oblige d'y rester pour qu'ils continuent à bénéficier du montant donné par l'OMS pour la prise en charge des malades. Cette organisation donnerait une somme de 30 000 francs burundais par jour de ration des militaires testés positifs à la Covid-19. Donc, par jour de confinement, cette ration alimentaire spéciale revient à 1 200 000 francs pour les 40 militaires malades. On s'est tué parce qu'on n'y peut rien. Visiblement, ils profitent de nous. Quand ils rapportent des cas positifs à la Covid-19 sous traitement, nous avons appris qu'ils reçoivent beaucoup d'argent. C'est censé que chaque malade soit mis sous un régime alimentaire spécial. On donne 30 000 francs par personne contaminée. Ils empochent l'argent, mais n'améliorent pas l'alimentation. Vous comprenez que ce sont des sommes colossales. Nos supérieurs, comme ils ont autorité sur nous, ils nous contraignent de rester. Ces militaires précisent que, malheureusement,
Aucun malade n'a bénéficié de ce régime alimentaire spécial durant toute la période qu'il vient de passer dans son cas de Muzinda. Il demande qu'on les laisse rentrer dans leur famille vu que les tests de contrôle ont prouvé qu'ils ont guéri. Nous avons contacté par téléphone le porte-parole de l'armée, le colonel Frodbert Viereke, mais il n'a pas décroché. Toujours à ce même chapitre, dysfonctionnement de l'équipe du ministère de la Santé chargée de lutter contre la Covid-19 au Burundi. Ces agents accusent les responsables du ministère de vouloir profiter seuls de tous les fonds alloués à cette campagne au détriment des autres membres de l'équipe. Ces agents du ministère travaillent sans motivation et les conséquences tombent sur les citoyens lambda qui est obligé de se débrouiller. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Il y a beaucoup d'indices préoccupants sur la propagation de la Covid-19 au Burundi. À part qu'il n'y a plus de suivi des malades, même les personnes de contact ne sont pas dépistées. Aujourd'hui, sont dépistées uniquement les personnes ayant des signes de la Covid-19. Celles qui ont été en contact avec les malades de cette pandémie ne sont pas concernées par le dépistage pour éviter de gaspiller les kits de dépistage. La population est pour le moment plus exposée à cette pandémie. Les gens se contaminent en masse. Aujourd'hui, il n'y a pas de suivi aux personnes atteintes de cette pandémie comme auparavant. Ceux qui se font dépister ne reçoivent pas de résultats à temps et préfèrent recourir à l'automédication. Les gens qui manifestent des signes de cette pandémie se renseignent sur les médicaments qui sont prescrits aux malades et ils les prennent sans toutefois consulter un médecin, ce qui leur cause de grands problèmes comme des complications. Les malades se font dépister, mais peu d'entre eux vont récupérer leurs résultats parce que ça prend au moins 4 jours d'attente. Pour le moment, l'équipe chargée de lutter contre la Covid-19 semble être découragée. Selon les agents de cette équipe médicale, leurs responsables veulent profiter d'eux. Ce qui est encore frustrant, les cadres du ministère de la Santé organisent souvent des descentes de formation et de différentes missions en leur faveur pour se partager de l'argent au moment où les agents qui sont sur terrain manquent de tout. Ils ne peuvent même pas venir nous encourager. C'est comme si nous ne sommes pas au service de la nation. Le dernier rapport du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida montre que pour le moment, tous les districts sanitaires du Burundi sont déjà atteints par cette pandémie. Le 27 mai 2021, au total, 151 nouveaux contacts de cas positifs ont été rapportés dans 5 districts sanitaires: Ngozi 34, Gitega 48, Ruyigi 9, Bujumbura Nord 12 et le district sanitaire de Bujumbura Centre 48. Toutes ces données confirment la propagation de coronavirus sur tout l'ensemble du territoire. Tous les 47 districts sanitaires ont déjà enregistré au moins un cas de Covid-19 depuis l'apparition du premier cas positif de cette pandémie au Burundi. Eh bien, merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Courte pause. Nous poursuivons avec la page politique. L'ancien président de la République du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, affirme que le massacre de 1972 perpétrés sur des Burundais de l'ethnie Hutu ont été préparés par le régime de l'époque. Le président Ntibantunganya l'a annoncé vendredi dernier au cours d'une 3e conférence de témoignages et de réflexion sur les événements de 1972. Cette conférence, organisée par le Sénat burundais, avait comme thème se souvenir et bien qualifier les événements de 1972. Suivez plutôt Sylvestre Ntibantunganya, l'ancien président de la République du Burundi. ubwa mbere kwari ukubi urwango hagati y'amoko cyakuza indongozi z'abahutu. La première phase consistait à créer la haine entre les ethnies en salissant les autorités hutus. Pour la seconde phase, la colère devrait monter dans le pays. Troisième phase, ceux qui avaient programmé le massacre allaient donc débuter leur tour dans tout le pays en annonçant que les Hutus allaient tuer des gens et prendre par force le pouvoir. Et à la quatrième phase, c'était alors l'arrestation des Hutus et les massacrer conformément aux listes préétablies. Il y a eu aussi un groupe de prêtres du diocèse de Gitega qui a lancé des alertes en 1968. Il s'agissait de Michel Kayoya, de Roger Mhungu, Michel Palais, Cyprien Haoundaba, Alphane Boujana et Rémi Roners. Ces prêtres disaient qu'il y avait un virus de haine ethnique qui se propageait dans le cœur des gens, même au sein de l'église catholique. Ces prêtres disaient aussi que les leaders de l'église catholique ne se faisaient plus confiance et ne se disaient plus
la vérité. Il y trouvait que le parti Prona était devenu un fardeau pour la population et s'opposait à sa représentation qui était composée par les Tutsis seulement de la base au sommet. Pour ces prêtres, cette situation accentuait la haine ethnique. Ces prêtres disaient aussi que le mouvement JRR était composé par des jeunes de bas âge et sa représentation n'était composée que par des Tutsis. Sur base de tout cela, ces prêtres estimaient que le problème ethnique devrait être banni pour que la justice puisse triompher et que des gens soient promus sur base de leurs compétences. bafatiye kuri ibyo byose abapadiri basaba ko ikibazo cy'amacakubiri cyokwigwa hasi kugira ngo ubutungane bwiganze abantu bashyirwe imbere kubera ubumenyi n'ubushobozi bwabo. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya a été interprété par Emmanuel Nyungeko. Dans nos éditions de ce lundi, nous reviendrons sur les avis de différents participants à cette conférence à laquelle étaient conviés le vice-président de la République, les représentants de différentes institutions, les victimes des massacres de 1972, des chercheurs et autres invités. Toujours au chapitre politique, le président burundais compte effectuer son 7e déplacement dans un pays africain, une année presque depuis son accession au pouvoir. Evariste Ndayishimiye sera au Kenya ce lundi pour une visite d'État de 2 jours. Entre autres points sur l'agenda de cette visite, les 2 présidents devraient discuter du retour des chimpanzés du Burundi envoyés au Kenya en 1995. Et là, je disais les méchants pour les détails. Depuis le 18 juin 2020, date de son accession au pouvoir à ce jour, le président Evariste Ndayishimiye a déjà visité 6 pays africains. Il s'agit de la Tanzanie, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, l'Égypte, la Centrafrique et l'Ouganda. Le 7e pays est le Kenya qu'il compte visiter à partir de ce 31 mai. Une visite d'état de 2 jours selon un communiqué officiel. Ce qui fait qu'après chaque mois et demi, le président Ndayishimiye fait une sortie. De 2015 à 2020, son prédécesseur, Nkurunziza, n'a fait qu'une sortie. Il s'est rendu à Ngara, en Tanzanie. Selon un communiqué officiel, le président Ndayishimiye est un des invités d'honneur du président Uhuru Kenyatta pour la célébration du Madaraka Day, la fête de la reconnaissance du Kenya en tant que république autonome. Le journal de East African écrit que le Kenya et le Burundi profiteraient de l'occasion pour discuter de la coopération stratégique. D'autres questions sur la table, toujours selon de East African, incluent les frais de permis de séjour que le Burundi facture toujours au Kenya en dépit du protocole existant sur la libre circulation des personnes. Également, ce journal du Kenya écrit que le Burundi demande le retour au pays des chimpanzés envoyés au Kenya en 1995 au vif de la guerre civile dans le cadre, dit-on, de sauver des espèces menacées. Un programme mutuellement accepté par les 2 pays si l'on en croit le journal de East African. Parlons éducation à présent. Le ministère de l'Éducation a mal géré la récente affaire de tricherie survenue au lycée SOS de Bujumbura lors d'un examen du concours national, estime Elaline Ibizi, professionnelle du domaine de l'éducation. Selon elle, le ministère n'aurait pas dû sortir des communiqués pour protéger un élève. Cette ancienne syndicaliste lance un appel auprès des syndicats des enseignants de protéger les membres qui luttent pour le respect de la déontologie. Suivez plutôt Elaline Ibizi. Quand un enseignant constate un cas de tricherie ou une tentative de tricherie, il a la latitude de prendre une décision. Dans le cas où le professeur constate un cas de tricherie et que c'est la police qui intervient, que c'est du terrorisme de l'État contre les individus. Et je constate que c'est anormal, c'est insolite quand le ministère publie un communiqué pour protéger un élève. Protéger un élève qui est surpris par le professeur, mais où les autres candidats sont témoins. Le professeur, le surveillant, a tous les droits de prendre des décisions qui s'imposent conformément à la loi. C'est pas normal et c'est vraiment déplorable, c'est pas déconseillé quand le gouvernement lui-même ne peut pas protéger l'école, ne peut pas protéger les enfants, parce qu'il veut démontrer que l'enfant d'une autorité a le droit de commettre toutes les fautes possibles, alors que l'enfant de personne, l'enfant du citoyen ordinaire, du contribuable, est condamné pour toute faute commise, si petite soit-elle, si grave soit-elle. Tous les enfants, tous les élèves doivent être traités au même pied d'égalité pour éviter l'exclusion, mais aussi la protection des fautifs. Là, il est en train de le préparer à la criminalité, mais aussi à l'impunité.
L'élève attrapé en possession des réponses de l'examen de ce jour est l'enfant de l'ancien ministre de l'Éducation, Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Gaspard Banyahimbona. Même si le surveillant l'avait chassé de la salle d'examen, l'enfant a pu continuer ses examens sur l'intervention des policiers de l'API qui ont contraint l'enseignant à le laisser entrer. Et dans son communiqué, le ministère de l'Éducation a nié ces faits. Il explique que le surveillant avait soupçonné l'élève de tricher et l'a fait sortir pour lui demander des éclaircissements et que c'est le même enseignant qui a décidé de le laisser poursuivre ses examens. Le ministère de l'Éducation nie également cette intervention des policiers. Toujours au chapitre éducation, les encadreurs recrutés pour la formation des stagiaires issus de l'école normale supérieure NS réclament leurs honoraires. Certains parmi eux ont signé des contrats avec cet institut depuis 9 mois, mais ils n'ont pas jusqu'ici perçu leur argent. Émile Nilasumba pour plus de détails. Ces enseignants sont regroupés en 2 promotions. La première a encadré les stagiaires issus de l'école normale supérieure en septembre 2020. Cette promotion de formateurs indique que depuis cette époque, la direction générale de l'ENS n'a pas honoré ses engagements. L'un d'entre eux témoigne. Je fais partie des personnes qui ont eu la chance d'être sélectionnées dans le groupe des encadreurs chargés de former les stagiaires. Nous avons signé un contrat avec l'ENS l'année dernière. Le contrat stipulait que chacun d'entre nous prestera 45 heures et chaque séance d'1 heure était rémunérée à 5 000 francs burundais. Depuis ce temps, personne n'a même reçu une pièce d'argent. Ces encadrements se sont déroulés sur tout le territoire du pays et nous ne sommes pas moins de 10 par province. Au mois de février de l'année en cours, l'école normale supérieure a encore une fois lancé un autre appel d'offres et a ainsi recruté le 2e groupe d'encadreurs. Ces derniers font également savoir qu'ils n'ont pas non plus reçu leurs honoraires. Certains affirment même qu'ils ont presté en tant que formateurs dans les 2 promotions. L'effet des honoraires de chaque encadrement était de 225 000 francs par formateur. Cela veut dire que l'ENS a une dette de 450 000 francs envers tout enseignant qui a été recruté 2 fois. Ces enseignants demandent à la direction générale de tenir sa parole et de les rémunérer comme convenu, étant donné qu'ils ont laborieusement exécuté leur part du contrat. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la directrice générale de l'école normale supérieure NS, Nusra Hassan. Toute personne qui fuit son pays doit être protégée par des lois internationales régissant les réfugiés. Et parmi ces lois, celle qui stipule que tout réfugié a les mêmes droits que tout étranger habitant son pays d'accueil. C'est du moins ce qu'a fait savoir Maître Onjwagagina du Kenya, qui était l'invité de la RFI Swahili dans l'émission Juakizako, ou Connaître tes droits en français. Dans cette émission qui a été diffusée le 24 de ce mois de mai, Maître Onjwagagina a fait savoir qu'un réfugié devra avoir de facilités du pays hôte pour qu'il vive sa vie comme il veut. Écoutez Maître Onjwagagina, il a été traduit en français par Émile Nilasumba. Toute personne qui fuit son pays une fois sur le territoire d'un autre pays est régie par des lois internationales. C'est la Charte des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a été ratifiée par de nombreux pays. Le premier droit pour un réfugié est qu'il ne peut pas être obligé de retourner dans le pays d'origine qu'il a fui. Ça se fait seulement quand il le souhaite lui-même. La pili ni kukubaliwa kuishi pale. Le deuxième droit est celui d'être accepté comme réfugié dans ce pays, ou alors le laisser continuer vers un autre pays qu'il pense qu'il l'aidera à vivre sa vie comme il le souhaite. Mais il n'est jamais acceptable qu'un réfugié ou un demandeur d'asile soit obligé de retourner dans ce pays. C'est internationalement très interdit. Onjwagagina de préciser qu'une personne ne peut fuir son pays pour plusieurs raisons,
entre autres des raisons politiques et économiques. La RFI Swahili a préparé ses émissions après que le HCR avait accusé le gouvernement tanzanien de transgresser la loi internationale régissant les réfugiés. La Tanzanie a fermé la porte à plus de 1500 Mozambicains qui fuyaient l'insécurité dans leur pays. Ce pays qui héberge plus de 100 000 réfugiés burundais est également accusé de violer régulièrement leurs droits. Des réfugiés ont été déportés de camps de réfugiés vers le Burundi et actuellement ces réfugiés burundais sont privés du droit d'accès aux soins de santé dans leur camp en Tanzanie. Eh bien merci mesdames et messieurs, c'est parti que prend fait ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur collaboration. Onésime de Chimagize, j'étais avec vous à la présentation. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.